Bonjour, bienvenue sur la chaîne Air de Battage, votre nouvel espace culturel consacré aux humanités classiques africaines. Aujourd'hui, nous poursuivons notre nouvelle série intitulée « Apprends-moi autrement ». Tout de suite, votre nouvelle leçon. Les dimanches de Dibomba Mbok sur Air de Battage. Lors de la précédente séance, nous avons abordé la figure qui nous occupera durant les 5 premières leçons de votre nouvelle série intitulée « Apprends-moi autrement ». Il s'agit de la figure d'Harpocrate dont nous avons ici à l'écran le nom qui a été discuté. Nous espérons que pour ceux qui ont manqué cette première leçon, eh bien, ils auront le bénéfice de pouvoir voir cette première émission et les conclusions auxquelles nous parvenons, conclusions sur lesquelles nous allons nous appesantir pour poursuivre cette discussion autour de la figure d'Horus, fils d'Isis et Osiris. Les dimanches de Dibomba Mbok sur Air de Battage. Le nom Horus, dans les manuels de vulgarisation, se présente comme suit. Il s'agit d'une graphie relativement simple qui propose 4 signes, à savoir une corde tressée, un visage, le signe bouche et le déterminatif qui représente un faucon placé sur un pavois. Naturellement, pour les références, il s'agit ici d'un thème tiré du dictionnaire de Faulkner à la page 173. Donc, il s'agit bien du nom Horus dans les manuels de vulgarisation. La première question qu'on doit se poser lorsqu'on procède à l'analyse de ce thème, puisque pour ce qui nous concerne, il s'agit de procéder à une lecture analytique des caractères sacrés égyptiens que nous avons baptisé la méthode Kuma, eh bien, il s'agit de questionner la vocalisation exacte du nom que nous avons ici à l'écran, puisqu'il est bien évident que les anciens Égyptiens n'utilisaient pas la forme Horus ou Horos, d'après les Grecs, pour lire cette graphie. Pour ce qui concerne la lecture analytique, il s'agit bien sûr de distinguer les différents signes. Et ce qu'on observe ici, c'est que ces signes n'ont pas tous évidemment la même valeur, puisque le signe corde tressée a comme valeur affectée, valeur phonétique affectée, la valeur H. En fait, il s'agit d'un H diacritique, donc plutôt un K qu'un H, nous le verrons tout à l'heure. Ensuite, le signe face ou visage qui a comme valeur les lettres HR ou plutôt KR. Et enfin, le signe bouche qui a comme valeur R. Le déterminatif, comme vous le savez, dans ce cas, bien sûr, ne se prononçant pas puisqu'il s'agit ici d'un signe qui possède une nomenclature, c'est-à-dire d'une classification des différents thèmes hiéroglyphiques. Ce qu'on observe d'emblée, c'est que naturellement, dans ce contexte, le signe face assume à lui tout seul les valeurs qui intéressent cette graphie, puisque ces valeurs sont HR d'après la translittération, mais nous rappelons qu'il s'agit plutôt d'un K, et qu'il est donc question pour nous d'y voir ce que nous appelons le signe directeur, c'est-à-dire le signe qui suffit à lui seul à lire. Dans le cas présent, nous pouvons associer ce signe au poulard oré qui respecte la valeur phonétique assignée à ce signe et qui signifie tête. Oré qui, nous verrons ultérieurement, est une forme qui s'apparente ou qui s'apparie à la valeur corps que le copte affecte à cette graphie. Dans le cas présent, nous pouvons naturellement associer ce signe tête au poulard oré qui signifie tête. Au Cameroun, on dira le Fufulde, mais en fait c'est la même langue. Donc le Fufulde ou le poulard lit ce signe oré, d'où la valeur phonétique affectée à ce signe. Il s'agit là d'une structure phonétique, d'une phonétisation si vous voulez, ou d'une vocalisation qui renseigne sur la valeur corps que le copte retient pour lire cette graphie consacrée à cette divinité que nous appelons Horus par convention. Pour ce qui concerne l'appellation de ce signe en copte, puisque le copte possède un mot pour dire la face ou la figure, eh bien, les choses sont légèrement différentes, quoiqu'elles respectent toujours la même structure phonétique observée par le dit signe, qui dans le contexte, vous savez, est notre signe directeur. Le copte lit ce signe ko, ka, kara, clé, qui signifie en contexte face, figure. Ici, nous portons la référence au dictionnaire étymologique de la langue copte, publié par Werner Ritschl en 1983. Il s'agit là, naturellement, de la page 286. Pour dire la face ou le visage, le copte propose ko, ka, kara ou clé.
sachant que le copte a l'habitude d'une omission de la voyelle médiane qui, dans le cas présent, bien sûr, est inexistante. Lorsqu'on dit kara ou kele ou clé, naturellement, la chose s'entend. En guise de rappel, il s'agit d'indiquer que le copte clé ou kara procède en fait d'une phonétique qu'on peut comparer aux solutions que nous avons apportées à la graphie translittérée kéred, qui signifie enfant, graphie qui, comme vous le savez, solutionne le nom lu Harpocrate par les auteurs grecs notamment. Puisque cette graphie translittérée kéred est solutionnée par le teke, kere qui signifie enfant, le gungu mukere qui signifie enfant, le yoruba koro pour signifier noyau, pépin, ou kere pour signifier être petit, qui sont des formes analogues, comme on l'observe, au copte kara ou au copte kele ou clé, tel que la chose est indiquée notamment par Werner Wichel dans son dictionnaire étymologique de la langue copte. Le signe directeur de cette graphie est le militaire HR ou plutôt KR qui signifie face, figure, visage, vue ou regard. Ce signe est solutionné par le copte ko ou clé qui signifie face, figure, visage, rejoint dans cette phonétique par le fangbe, clé qui signifie figure, clé qui signifie montrer, faire voir, clé qui signifie action de montrer par le baoulé, clé qui signifie montrer ou clé qui signifie montrer à plusieurs personnes, clé regarder par l'ani, kele ou kile qui signifie montrer, ou le zema, kile qui signifie montrer, qui sont des solutions analogues bien sûr au copte clé pour traduire face, figure, visage, quand naturellement ce signe face ou figure dans le contexte égyptien prend le sens de face, figure, visage, vue ou regard. En guise de rappel, il faut signifier que le fon ou fongbe est une langue parlée au Bénin, tandis que le baoulé, bien sûr, l'ani ou le nzema sont des langues de Côte d'Ivoire. Cette solution de lecture apportée par les mots du visage ou de la face en copte, à savoir clé, sont bien sûr les mots du soleil, qui est l'astre, comme vous le savez, consacré à Horus dans le contexte égyptien. Le mandingue commun propose donc clé pour signifier soleil, jour, journée. Le soninké introduit ce qu'on appelle une mutation phonétique à travers kie pour signifier soleil, jour, journée, air, temps, époque. En bassa, nous lirons kel pour signifier jour. En évé, keli pour signifier jour. En lori, kele pour signifier jour. Alors, il est naturellement important de rappeler que ces langues sont réputées appartenir à des familles distinctes, puisque les langues mandingues sont réputées soudanaises, quand le bassa, par exemple, est une langue réputée bantou, ce qui a l'avantage de nous permettre de signifier qu'en réalité, comme on le constate, notamment avec ces quelques exemples, on peut considérer que le peuple africain parle la même langue et qu'il suffit d'être attentif au fait de langue précisément pour comprendre comment cette diffusion a pu se faire au cours des âges. Diffusion, bien sûr, de cette unité culturelle, donc unité linguistique également dont parlait le professeur Cheikh Anta Diop. À la suite de la description du nom du soleil, bien sûr, nous atteignons un premier concept que nous aurons l'occasion de développer dans le cadre de la revue Kumaba, dont il sera naturellement question à la fin de cette communication. Ce concept est Akili, qui signifie esprit au sein des langues soudanaises. Et il s'agit là d'un concept cosmogonique, puisque rappelé ici par Amadou Ampateba, qui signifie que Akili est engendré par la volonté du démiurge Mansa Danbala, ou Mansa Danbali, qui est naturellement une épithète pour Mangala, le dieu suprême de la tradition malinké et bambara. Akili, qui signifie esprit, est un thème immédiatement lié à la personne d'Horus, aspect que nous aurons le bénéfice d'aborder dans le cadre de la revue, et il s'agit naturellement d'un concept cosmogonique qui apparaît dans le discours cosmogonique des peuples soudanais comme étant une notion engendrée par la volonté du démiurge Mansa Danbala, qui n'est autre que Mangala, le dieu suprême de la tradition malinké et bambara. Cette précision nous permet simplement de rappeler les liens qu'Horus entretient avec des figures importantes qui paraissent dans des mythologies étrangères à l'Afrique. Je dirais étrangères, je mettrai des guillemets, car dans le fond, il est bien question pour nous de rappeler ici que la Grèce antique, par ses savants, par ses sages, par ses auteurs, a connu une proximité décrite et manifeste avec l'Égypte pharaonique. C'est la raison pour laquelle le concept Akili
qui signifie esprit dans les langues soudanaises, devient Achilleus en grec pour désigner un personnage important de la mythologie grecque, un personnage important de la religion des anciens Grecs. Donc en français, nous dirons Achille. Inutile ici bien sûr de rappeler l'importance de ce personnage dans la religion des anciens Grecs. L'histoire d'Achille, on peut la décrire en quelques lignes. On raconte qu'à sa naissance, la mère d'Achille, Thétis, trempa l'enfant dans les eaux du Styx, ainsi que l'on nomme le fleuve des enfers, pour le rendre invulnérable. Cependant, pour le plonger dans le fleuve, Thétis tint Achille par le talon. Et c'est à cause d'une flèche empoisonnée reçue dans la seule partie vulnérable de son corps, à savoir le talon, qu'Achille mourut, d'où l'expression talon d'Achille, qui désigne un point faible, une faiblesse, dans le langage courant. Naturellement, cette relation prétendument grecque apparaît clairement en copte, où kélé désigne le talon et clé ou kélé, la face ou le visage, qui sont des thèmes, comme nous l'avons indiqué, qui se rapportent à cette figure éminente, cette figure importante du panthéon égyptien, nommée Horus par les latins, Horos par les grecs, clé dans les sociétés soudanaises, puisqu'il s'agit bien sûr du nom du dieu suprême de la tradition Minyanka, c'est-à-dire les Sénoufos qui vivent actuellement au Mali. Il nous reste bien sûr à clarifier l'importance de l'image du talon dans ce contexte et nous verrons qu'à la suite de cette description introduite par la figure d'Achille, eh bien, apparaîtra un personnage majeur de la tradition des peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Nous arrivons ici au terme de la seconde leçon consacrée à la figure d'Horus. Les éléments présentés dans le cadre de cette communication sont bien sûr présents dans la revue, sont exposés dans la revue Kumaba. Nous vous invitons à vous abonner à cette revue et pour ce faire, bien sûr, il s'agira d'écrire à l'adresse njel.i@yahoo.com. Pour les questions, si vous en avez, bien sûr, il s'agira de les indiquer en commentaire et nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les meilleurs délais. Naturellement, n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo et nous vous disons à bientôt sur le chemin de la connaissance.